Salut les mineurs, on arrive sur l'épisode numéro 10 de nos questions fréquentes sur Helium. Et cette fois, j'ai décidé de vous parler de ce qu'on retrouve dans les activités dans le mineur, c'est-à-dire finalement les transactions qui sont exécutées sur la blockchain lorsque votre mineur travaille. Alors cette session, pour changer, vous allez moins me voir puisque je vais vous présenter ça directement sur l'écran. Et donc du coup, c'est parti, on va regarder quelles sont les activités des mineurs. Cet épisode est donc consacré à voir les différents types d'activités qu'on peut trouver sur son hotspot, et donc je vais passer par l'Explorer pour aller regarder différents hotspots et voir des activités un petit peu variables et vous faire comprendre comment ça marche. En fait, là, on va rentrer dans l'exploration du fonctionnement de la blockchain et les différentes transactions qu'on va avoir dessus. Alors, cette activité, vous pouvez la voir un peu différemment sur l'application mobile. Sur l'application mobile, vous verrez tous vos hotspots dans un seul flux d'activités, alors que sur l'Explorer, on pourra voir les activités de chacun des hotspots. Alors je vais commencer par un hotspot qui est en train de se synchroniser, qui vient juste d'arriver sur la blockchain, et sur lequel on a des activités particulières qu'on a déjà vues dans la vidéo où je vous parlais de l'installation d'un mineur rack. Et donc ces activités-là, eh bien, c'est celles qui permettent d'insérer le hotspot sur la chaîne. Donc, on a le add hotspot dans ces activités. Et puis, celui qui permet de définir sa localisation, qui est le assert location. On peut avoir plusieurs fois des assert location potentiellement, puisqu'on peut déplacer un hotspot. En général, elles ne sont pas les unes derrière les autres, hein, elles sont plus éloignées dans le temps. Voilà. Alors que le add hotspot, on va toujours l'avoir une seule fois. Et quelque part, c'est la première transaction qu'il va y avoir pour n'importe lequel des hotspots. Donc ça, c'est un cas un petit peu particulier. Maintenant, on va regarder ce qui se passe plus au quotidien et je prends un autre hotspot. Donc déjà, quand je suis sur la partie Explorer qui présente ce hotspot-là, on va voir que ce hotspot, il est relié par des lignes avec différents autres hotspots. Et en fait, ça correspond à tous ses voisins, c'est-à-dire tous les hotspots avec lesquels il arrive à faire des preuves de couverture. Donc vous voyez que ça peut être des distances qui sont importantes. Là, on a des distances qui sont autour de 10-15 km à peu près à vol d'oiseau sur ce hotspot là, et on voit qu'il en a plutôt beaucoup, donc ce qui est plutôt assez positif. Ça veut dire qu'il offre une bonne couverture radio et une bonne redondance. Voilà. Donc ça va se construire au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure où on a des witness, on va voir cette grille, cette toile d'araignée qui va se construire. Les points aussi importants, on voit que le hotspot est synchronisé, on voit qu'il a un reward factor de 1, un scale reward de 1. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo sur ce scale factor. Et on voit qu'il n'est pas relayed, ça c'est les informations qui sont un peu importantes. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie activité. Et donc on va regarder le type de transactions qu'on va avoir. Alors, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont des activités qui sont au fil de l'eau. Donc ils peuvent arriver finalement un peu n'importe quand dans le temps. Et puis il y a des activités qui arrivent à intervalles réguliers. Et ces activités qui arrivent à intervalles réguliers, en général ce sont des mining rewards. En fait c'est le calcul des revenus des activités qui sont entre deux mining rewards. Donc c'est pour ça que quand vous regardez les activités, vous voyez par exemple s'il y a des witness, mais vous ne voyez pas de valeur sur ce witness. D'accord ? Il n'y a pas de montant à HNT. En dessous on a un mining reward qui lui a un montant à HNT. Puis en dessous on a encore un witness où il n'y a rien. On a des paquets de transfert où là on a des informations, on va dire quantitatives, mais qui sont en DC. Et puis ensuite on trouve un autre mining reward. Donc en fait, il faut comprendre que le mining reward qu'on voit ici à 0,44, en fait ça correspond au calcul de la rétribution en token des activités qui sont en dessous jusqu'au mining reward précédent. Donc ça correspond à un witness plus 3 sessions de paquets de transfert. Alors, qu'est-ce que c'est que ces witness? Ces witness, on l'a vu quand on en a déjà parlé, quand on est dans un mécanisme de preuve de couverture, on va avoir plusieurs opérations qu'on va voir ici dans les activités. La première, c'est le fait d'avoir un challenger qui va choisir au hasard un challengee qui va exécuter un beacon. Voilà. Donc le challenger, il va tirer au sort en fait un hotspot et il va demander à ce hotspot de lancer un beacon. Le beacon, c'est l'émission d'un message radio. Voilà, qui va passer. Et ce message-là, il va être reçu par un certain nombre de hotspots. Et ces hotspots, ils vont donc recevoir le message et indiquer qu'ils l'ont reçu. Et ça s'appelle un witness. Donc cette activité de witness ici, elle nous dit que le hotspot qui s'appelle Creamy Cider, eh bien, il a reçu
une demande, un message qui vient d'un hotspot qui était à Blanza, c'est ce qui est indiqué ici, donc une ville qui est à côté, qu'on va pouvoir visualiser quand on étend cette partie-là. Donc vous voyez que le hotspot de Blanza qui est ici, il a envoyé donc un POC vers différents hotspots, dont Creamy Cider qui doit être ici, je pense, voilà, et qui a reçu ce message-là. Et donc par conséquent, eh bien, on a cette opération de witness. Alors quand on regarde les détails du witness, on a un peu plus d'informations. On voit que sur tous ceux qui ont reçu le message, voilà, il y en a 6 qui l'ont reçu de façon valide, et on en a un qui l'a reçu de façon invalide. Alors l'invalide, ça veut dire que le message, quand il a été reçu par le hotspot, il ne répondait pas à tous les critères qui étaient attendus en termes de signal, de puissance de signal, c'est-à-dire le RSSI, qui correspond aux puissances de signal reçues, et de SNR, c'est-à-dire le rapport signal sur bruit. Et en fait, il y a un ratio entre le RSSI et le SNR qui permet de dire si un witness est bon ou pas bon. Là, il nous indique que, en fait, il a été en dessous de la limite de RSSI, c'est-à-dire que le signal n'était pas assez performant pour pouvoir être validé. Alors, c'est assez étrange parce que finalement, c'est celui qui est le plus près qui reçoit le moins bien. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est assez aléatoire, mais en fait, le rapport signal-bruit, c'est pas quelque chose qui est vraiment lié à la distance. Le rapport signal-bruit, c'est lié au bruit autour de l'antenne. Et ça, vous n'êtes pas forcément maître de ce qui se passe en termes de bruit autour. Et du coup, ben, ce système de calcul qui n'est pas franchement terrible, hein, je dois vous l'avouer, fait qu'on a des choses qui sont invalidées. Et de façon un peu random, quoi, d'une certaine façon. Donc ça arrive, c'est un exemple qui est ici. On verra, il y a tout à l'heure, je pense, des exemples qui seront peut-être un peu plus intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que franchement, le système, il a été construit pour les États-Unis, qui font beaucoup d'indoor, avec des puissances d'émission qui sont différentes, des SF qui sont pas les mêmes non plus. Et donc peut-être qu'il marche très bien aux US, mais franchement, pour l'Europe, c'est pas terrible. Et c'est en train d'être revu. Donc normalement, tout ça devrait s'améliorer, mais aujourd'hui, c'est pas franchement exceptionnel. Voilà. Bon, on va faire avec, c'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Mais vous voyez, on voit donc sur cette information que nous, on a reçu un witness. Quand on l'étend, on voit qui était le beaconner, c'est-à-dire celui qui a envoyé le message. Donc ça, c'est Innocent Saffron Panther qui est à Blanza. Et on voit aussi le challenger, c'est-à-dire celui qui a demandé à Innocent Saffron Panther de générer ce beacon. Et ce challenger, Scrawny Sangria Iena, il est n'importe où dans le monde, d'accord, et il a pris complètement au hasard Innocent Saffron Panther pour demander cette émission-là. Donc c'est comme ça que fonctionne globalement l'époque. Donc on a donc ce witness-là, et ce witness, eh bien, pour l'instant, on ne sait pas combien il va rapporter, puisque le calcul des mining rewards n'est pas encore passé. Donc, on le verra plus tard. Donc on va regarder ce qui s'est passé dans celui d'avant. Celui d'avant, on avait aussi un witness, mais cette fois, c'était un autre hotspot, puisque c'est un hotspot qui est à Orsine, qui a fait l'émission. Voilà. Donc c'est celui-ci qui est venu envoyer le message et qui a été reçu aussi par Creamy Cider. Et on voit aussi que dans le même temps, entre les deux rewards, on a eu du packet transfert. Alors, packet transfert, ça veut dire que c'est des messages qui sont envoyés par des objets et qui vont être reçus par Creamy Cider dans ce cas-là. Et Creamy Cider va les router en fait vers la console Helium. Alors ça c'est intéressant parce que c'est l'objectif du réseau, de faire passer de la data déjà. Et puis en fait si on a du paquet de transfert de façon assez régulière dans l'historique de ce hotspot, c'est parce que moi ce que je fais systématiquement, c'est qu'autour de mes hotspots, je mets des petits émetteurs. Donc ce que j'ai appelé un Helium ping, qui en fait va envoyer un petit message tous les quarts d'heure. Et l'objectif, en fait, en envoyant ce petit message, c'est justement de créer de l'activité de façon régulière autour du mineur, de façon à être sûr qu'en fait, j'ai tout le temps des mining rewards qui soient calculés, même s'ils sont de 0,00005 HNT, mais il y a quand même toujours une activité de mining reward. Et ça me permet globalement de m'assurer que la chaîne fonctionne ou que le miner fonctionne. C'est-à-dire que si j'ai plus de reward pendant 3 heures, c'est soit que la chaîne elle est plantée, donc ça me permet de le savoir et de vérifier, soit éventuellement que mon miner il est planté. Et dans ce cas-là, je vais intervenir et je vais le redémarrer. Donc moi je trouve ça top d'avoir des paquets de transfert réguliers. C'est pour ça que j'ai fait un petit produit que je vous montrerai rapidement juste à la fin de la vidéo, qui permet de faire ça et que vous pouvez trouver sur mon shop.
Donc, la minute pub étant finie, les paquets de transfert donc, sont partis de l'activité. Et donc, si maintenant je regarde le mining reward, ben, dans ce mining reward, je vais voir deux lignes. Donc, une ligne qui correspond au witness. Et donc là, les witness ont rapporté 0,44 HNT. Voilà. Enfin, le witness que j'ai eu. Et une ligne de data credit. Donc, qui correspond ici à 0,016 HNT, pratiquement rien. Mais qui correspond en fait à 25 décès qui ont été passés durant ce temps-là. Voilà pour celui-là. Alors si on descend sur les mining rewards d'en dessous, on voit ici on a un mining reward à 0,82 et qui correspond à un witness. Voilà. Donc là on a un witness et on voit dans ce witness qu'on avait 7 witnesses valides, voilà, et que le beaconner c'était Dazzling Peter Lack. Et ce witness-là a rapporté donc 0,82 HNT. Voilà. Alors en général, le montant qu'on a ici, vous voyez ici on a presque le double sur celui-là, alors que finalement il n'y a pas une grosse différence. Et ben ça va venir de, je pense, la répartition de ce qui est à distribuer, qui peut varier en fonction du nombre de witnesses qu'il y a pu y avoir, et puis aussi en fonction du nombre de witness qu'il va y avoir dans l'ensemble des witness qu'il va y avoir pour le POC. Voilà, donc la conjonction de tout ça fait qu'en fait on a des revenus qui vont changer en fonction des witness, en fonction de chaque typologie de witness qu'on va avoir. Donc ça c'est calculé par la chaîne, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de tuning particulier à faire. C'est juste variable en fonction du nombre de personnes qui ont witnessé, et puis je pense globalement dans le bloc du nombre de witness qu'il y a eu, qui ont été réalisés. Donc si on redescend toujours dans l'historique, là on en a un autre, Mining Reward, celui-là qui correspond toujours à un witness, cette fois c'était un witness à 0,98. On peut regarder, on va retrouver la même chose, donc cette fois c'était Hidden Amethyst Buffalo qui a fait le witness. Et là c'est intéressant parce qu'on voit que lui il a pas mal de... Alors il a une super couverture, lui il va très loin ici, les déchets quand même assez grands, et on voit qu'il a pas mal de witness invalides. Et il a des witness invalides toujours en below boon, souvent sur des distances assez élevées. D'accord, on voit particulièrement ceux-là. Voilà, donc ça va sans doute évoluer avec les nouvelles versions, façon de gérer ces calculs qui va arriver bientôt. Et il y a celui-là qui est intéressant parce que lui, il a un witness too high, alors qu'il a une distance de 9,9 km. Et là, on va dire que c'est le bon usage en fait de l'invalidation des witness. Pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation? Eh bien tout simplement parce que ce hotspot qui est normalement assez loin à 10 km et qui du coup devrait avoir un witness tout à fait correct, sans doute il n'est pas à cet endroit-là parce qu'il n'est pas encore installé. C'est-à-dire que moi je sens bien que ce hotspot-là, c'est sans doute le hotspot qui appartient à la même personne qui donne Amethyst Buffalo, que pour l'instant il est toujours installé à côté d'Amethyst Buffalo le temps de se synchroniser. Et quand il va être installé à 9 km, il sera bon. Mais en attendant, en fait, comme il est trop près, la puissance du signal est trop forte. Et donc, le réseau dit, la chaîne dit, il y a un problème. J'ai un signal trop fort par rapport à une distance qui devrait être de 9,9 km. Donc, j'invalide le witness. Je ne le compte pas parce que la situation n'est pas normale. Donc, on peut aussi avoir ce truc-là. Donc, ensuite, si on remonte dans l'historique, toujours... alors je ne vais pas parler du POC Challenger ici, d'autant que je pense que ça c'est un POC Challenger qui n'a pas fonctionné. On voit un beacon là qui est plus intéressant. Alors le beacon, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la preuve de couverture, il y a un Challenger qui désigne quelqu'un pour émettre un beacon, le beacon est émis et ce beacon est reçu par un certain nombre de hotspots qui font donc des witness. Donc là, en l'occurrence, Creamy Cider a été élu pour envoyer un beacon, il a été choisi pour envoyer un beacon, donc il envoie ce beacon-là, et ce beacon est reçu par 9 stations autour qui vont le recevoir, et puis on a un certain nombre qui vont être invalides, voilà, on est en tout lot, parce qu'elles sont trop loin, voilà. Donc on va avoir toujours la même chose, hein, c'est la même vue que ce qu'on avait dans le witness, mais cette fois c'est vue de l'émetteur, alors que quand on a un witness, on voit ça, mais vue du récepteur. Mais c'est la même chose qu'on va afficher. Donc là, il y a une chance un peu folle, puisqu'on voit que entre deux mining rewards, Creamy Cider, il a été choisi 2 fois pour être beacon, et pas par les mêmes. Voilà, mais tout ça, c'est aléatoire. Hein. Voilà, le challenger, là, c'était Funny Jadrat qui a choisi Creamy pour être beaconner. Et là, on voit que c'est Soaring Raspberry Kookaburra qui a choisi aussi Creamy Cider pour faire un witness. Et on voit aussi que même si c'est la même station KMI pratiquement, enfin une demi-heure plus tard, en fait on a de nombre de witness qui peuvent varier, là on en a 8, on en a 9, donc on va forcément avoir une variation.
Donc là, dans les mining rewards, bah, on va voir les transactions de beacon et elles vont être regroupées. Donc là, on a une transaction qui est à 2 HNT 43, mais qui en fait regroupe les 2 beacons qui sont en dessous. Voilà, c'est pour ça qu'on a une valeur aussi importante. On a toujours du paquet de transfert et on a ici encore du POC Challenger. Et moi, ce que je voulais voir, parce qu'on a souvent du POC Challenger, mais on voit pas grand chose dans ceux-là. Alors je sais, j'ai pas la raison exacte d'ailleurs du pourquoi ces POC Challenger ici n'affichent pas grand chose, mais je vais en trouver un peu plus loin, je pense, qui sera plus intéressant. Il me semblait qu'on voyait les détails. Non, j'ai l'impression qu'on l'a pas. Donc ça, c'est les transactions, alors celle-là, voilà, donc ça, c'est les transactions de Challenger. Donc ça veut dire que c'est là où le hotspot va aller tirer au hasard un autre hotspot pour lui demander de réaliser une preuve de couverture. Donc en fait, il va aller choisir le beaconner quelque part ailleurs dans le monde. Voilà, donc c'est cette transaction-là qui fait ça. Alors là, celle-là, elle rapportera, elles n'apparaissent pas. Je ne sais pas la raison exacte de pourquoi ça fait ça en tête. Il faudrait que j'en trouve un qui a un revenu associé. Voilà, Challenger, ici on l'a là. Donc là, on a une transaction de Challenger, donc qui correspond bien à je sélectionne un hotspot au hasard pour lui demander de réaliser un beacon. Et là, donc en l'occurrence, il a réalisé le beacon. Alors je pense que ces POC Challenger, quand ils sont vides, c'est parce qu'il n'y a pas de beacon qui s'est fait derrière. Et donc du coup, il n'est pas comptabilisé pareil. Mais je ne suis pas sûr de mon coup quand je dis ça. Voilà. Ceux qui apparaissent ici en violet, c'est ceux sur lesquels, derrière, on a donc celui qui est challengé, qui réalise le beacon. Et on voit les informations qu'il y a derrière. La différence, c'est que du coup, quand le challenger il fait quelque chose, on a un mining reward derrière, donc qui va apparaître. Alors là, si on le voit là, il est de 0,08, hein, donc c'est des transactions qui rapportent peu, mais c'est des transactions qui finalement ne demandent absolument rien. C'est-à-dire même si vous étiez tout seul, ces transactions-là, elles ont lieu. Donc c'est un petit revenu de base, on va dire, pour des opérations. Bon, sur ce mineur-là, c'est à peu près tout ce qu'on va voir en termes d'opération. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans une transaction de reward, où il y a plus de choses. Donc, si dans les mining rewards, je clique sur la partie détail, je vais voir ce qui s'est passé dans ce calcul de transaction. Alors, petit rappel comment ça marche le calcul des transactions et pourquoi c'est pas chaque transaction qui a une valeur. C'est parce qu'en fait, on va enregistrer les transactions dans la chaîne et il y a ce qu'on appelle le consensus group qui de façon régulière va aller revoir l'ensemble des opérations qui ont lieu dans la chaîne et va réaliser la distribution des tokens entre les différents participants à ce moment-là. Donc ces opérations-là donnent comme résultat les mining rewards et sont réalisées par un consensus group. Le consensus group, c'est un ensemble de hotspots qui sont élus pour un temps qui est une douzaine d'heures. En fait, c'est un système où il y a toujours 4 hotspots qui sortent et 4 hotspots qui rentrent et qui vont au hasard être choisis de façon à faire ces calculs. L'idée, c'est bien sûr que vous ne puissiez pas vous préparer à être consensus group et puis tricher dans la distribution de l'argent. Donc, on a des mineurs pris au hasard qui doivent se mettre d'accord pour faire la rétribution des tokens vers les différents mineurs qui sont sur la chaîne et qui ont été actifs. Alors ce consensus groupe, c'est celui qui pose pas mal de problèmes aujourd'hui, parce que se mettre d'accord tous ensemble déjà pour faire une élection qui soit safe, et ensuite se mettre d'accord entre eux pour arriver à bien s'assurer que les rewards sont correctement distribués, eh ben, ça demande des communications réseau qui posent un peu des problèmes, et plusieurs fois, on a été complètement stuck ces derniers temps dans la chaîne, parce que la communication passait mal entre ces mineurs. Entre autres, ceux qui sont relayed, ça pose des problèmes, et puis plein d'autres raisons qui font que c'est assez compliqué. Déjà le nombre de personnes à élire, puisque pour se donner une petite idée, avec 50 000 membres dans la blockchain d'Helium, c'est une blockchain qui est déjà globalement, je crois, 4 à 5 fois plus grosse, peut-être même 10 fois plus grosse que la blockchain Bitcoin, pour vous donner une idée. Voilà. Donc la synchronisation de tout ça est assez compliquée. Et donc ça va être résolu avec les validateurs qui vont se charger de ça et qui seront une centaine.
Donc on n'aura plus ces problèmes de synchronisation hyper compliqués qui vont être des machines performantes sur des réseaux performants et ainsi de suite. Et donc ça va résoudre le problème. Donc ces transactions de mining reward, elles seront calculées par les validateurs quand ils seront en place. Qu'est-ce qu'on a dans la transaction de mining reward? On voit ce qui apparaît ici, mais qui sera plus trop visible après quand je vais bouger sur le petit camembert, placer ma souris, c'est les security token reward. Alors les security token reward, c'est important parce que même si ici c'est d'une petite ligne écrit 48, qui est le nombre de wallets concernés, c'est qu'en fait c'est une grosse part des HNT distribués puisque c'est 30%, et en fait c'est la part qui va vers les fondateurs d'Helium, Helium Corp, ou vers les investisseurs qui ont investi dans la société Helium pour créer tout ça. Donc ça c'est le principe d'Helium, je vous invite à aller voir la documentation, mais il y a 30% des HNT qui partent en direction des fondateurs et des investisseurs. Donc dans chaque transaction, on aura toujours des écritures pour aller alimenter les wallets de ces différentes personnes. Alors ensuite on va voir qu'il y a eu des witness, il y a eu 4662 transactions de witness, qu'il y a eu 1583 transactions de challenger, et qu'il y a eu 918 opérations de beacon. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a eu 1583 challengers qui ont donc essayé de trouver des beacons, enfin des hotspots à qui demander de faire des beacons. En réalité, il n'y en a que 918 qui ont répondu à ces beacons-là. Et quand ils ont envoyé leur message, ces 918 beacons ont amené 4662 witness. Donc pratiquement, on va dire, on a 5 witness en moyenne par beacon. On peut déduire ça de ce graphe-là. Ensuite, on a des data credits, donc des opérations, des écritures qui ont fait passer du tag credit. Donc on a 2047, ce qui devrait laisser penser qu'il y a 2047 hotspots qui ont vu passer du trafic, ce qui n'est pas énorme hein, sur la masse des hotspots qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a une bonne voie de progrès aujourd'hui. Et puis on voit voilà, du consensus group. Donc on en parlait tout à l'heure. Le consensus group, il y a 16 membres à l'intérieur du consensus. Ils sont rétribués pour faire ça. C'est assez intéressant quand ça vous tombe dessus. Hein. C'est une 10-15 HNT à chaque mining reward. Donc ça fait une belle somme. Et donc ils sont 16. On voit ici que ça fait 16 transactions d'écriture pour les rétribuer. Et puis on voit, voilà, en tout petit, on arrive à avoir à peu près nos 48. Voilà. Bon, tu peux pas aller choper, mais les 48 de Secure Group. Au total, sur le bloc, ont été distribués 4200 HNT sur ce bloc-là. Voilà. Et on va voir le détail, et on va voir tous les comptes et ce qu'ils ont reçu. Et on va pouvoir voir pourquoi est-ce qu'ils ont reçu les choses. Donc, par exemple, ici, donc on a un compte qui a reçu 9,89 HNT, surtout pour des opérations de witness. Donc, des opérations de witness voilà, qui ne sont pas énormes, mais tout accumulé, ça fait pas mal. Qui ont été pas mal de challengers, plus de beacons et du data credit. Bon, sans doute, derrière ça, qui n'est pas un hotspot, mais qui est un wallet, eh bien, il y a plusieurs hotspots. Et c'est ce qui explique qu'on a eu pas mal de witness, plusieurs beacons, et ainsi de suite sur ce temps-là. Donc, c'est quelqu'un qui en a pas mal. Alors, on va essayer de regarder des wallets qui reçoivent un peu plus de HNT. Celui-là, par exemple, peut être intéressant pour voir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un HNT, vous voyez, il y a énormément de witness derrière. Et si on regarde, ça peut être intéressant de regarder ce compte-là. Et on va retomber donc, sur un compte qui, au niveau hotspot, a pas mal de hotspots, puisque vous voyez qu'on a 100 pages avec une dizaine de hotspots. Typiquement, ça ressemble à un wallet de Emrit. C'est-à-dire la société qui fait du hosting hein, et qui vous envoie des hotspots chez vous, qui peut en envoyer chez les gens et qui repartage 20% des revenus et garde 80% pour eux. Et donc voilà, ils ont beaucoup de hotspots, donc on les retrouve souvent dans les grosses transactions, puisque assez logiquement, forcément, comme ils jouent souvent, ils gagnent souvent. Voilà. Alors ensuite, on va essayer de s'en trouver d'autres qui peuvent être intéressants. Pour passer vite, on en note à 45. Voilà. Donc 45 ici, vous voyez, on a un Security Token Reward. Donc ça doit être un wallet qui appartient à un des fondateurs ou à un des investisseurs, puisqu'on trouve ce Security Token Reward qui se présente, qui a un montant qui est quand même relativement important avec 45. Il faut se dire qu'en fait, les 45 à peu près arrivent sur ce wallet-là à chaque fois qu'on a une transaction. Voilà. Donc là, on a un joli compte avec 888 000 HNT, qui est un compte d'un founder ou d'un investisseur. Et on va voir qu'en fait, sur chaque mining reward, à chaque fois, il va avoir une transaction security token. Donc en fait, à chaque fois qu'on a quelque chose, eh ben, son compte va s'alimenter. Donc ça, c'est by design dans la chaîne.
Voilà. Après, bah, on va retrouver, mais c'est assez difficile à trouver, les transactions de consensus group. Ces transactions autour de 10, mais sur l'ensemble, on va avoir du mal à les trouver. Là, on en a 34, ou encore un security token. Donc, c'est un autre wallet qui appartient à un autre fondateur ou investisseur. Voilà. Et je voudrais terminer peut-être en trouvant un de consensus group, mais c'est assez, comme je vous dis, c'est assez difficile à trouver. Là, on a 23. 23, 23, 23. Non, c'est plutôt quelqu'un qui doit avoir pas mal de hotspots, ça. 241, celui-là est très beau. Ah bah, c'est un security token aussi. Voilà. Donc ça, c'est un security token qui a une part qui est quand même assez importante. Et je pense que je ne vais pas trouver de consensus parce qu'il y en a 16 sur l'ensemble des écritures qui sont là. Donc c'est pas évident d'arriver à les retrouver. Mais voilà, vous pouvez aussi trouver une entrée consensus group qui peut correspondre, donc si vous faites partie du consensus. Mais vous en rendez compte parce que quand vous faites partie d'un consensus, vous chopez 200 HNT dans la journée et ça tombe à chaque heure. Donc c'est plutôt la grosse fête, grosso modo. Bon, voilà en gros les transactions qu'on va trouver sur la chaîne Helium que vous pouvez visualiser là. Comme je vous ai dit, ces transactions, elles peuvent se visualiser aussi dans l'application et dans ce cas, vous verrez tous vos hotspots qui sont regroupés. Bon, du coup, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur ces activités des mineurs et que ça va vous aider à mieux comprendre ce qu'il se passe derrière quand votre mineur bosse et du coup ce que vous voyez sur l'application. Ça va être un petit peu plus clair et que ça vous permette d'optimiser aussi le placement, le fonctionnement de votre système. Et je vous ai parlé un peu pendant cette vidéo d'un petit truc que je fabrique qui s'appelle le Helium Ping. Voilà, donc c'est ce petit device. Alors ça, c'est un truc en fait que j'achète tout fait. Voilà, je le fabrique pas moi-même, mais dedans, je mets un petit programme qui va bien et ce petit programme ensuite il va générer les transactions. Donc l'idée en fait c'était d'avoir un truc qui soit super simple et où vous ayez juste en fait quand vous le recevez à juste mettre la pile dedans, tac, et il est fonctionnel. Et à partir de ce moment là en fait toutes les 8 secondes il va faire un petit clignotement pour dire qu'il est en vie, mais surtout tous les quarts d'heure, il envoie un petit message. Et en fait, le fait qu'il fasse ça, eh ben, ça permet d'avoir du paquet de transfert qui va se faire sur le réseau. Alors, si vous avez plein de mineurs autour, il y a des chances qu'ils passent sur le vôtre, mais ça passera aussi peut-être sur des hotspots qui sont à côté. Mais si vous n'avez pas trop de hotspots, ça passera par le vôtre à chaque fois. Et donc, ça vous fera une transaction de paquet de transfert à l'intérieur. Donc, moi, comme je vous ai dit, je m'en sers de ce truc-là et j'ai fabriqué pour moi parce que ça me permet comme ça d'avoir un petit monitoring de mes hotspots et puis de voir quand la chaîne elle commence à merdouiller. Si ça vous intéresse d'en commander, vous avez l'adresse qui va apparaître qui est l'adresse de mon shop sur lequel vous trouverez le Helium Ping. Voilà, et n'hésitez pas, moi l'objectif c'est d'en avoir suffisamment pour que ça me donne envie derrière de faire un peu plus de dev dessus pour qu'on puisse, je sais pas, avoir de l'alarming, des choses comme ça. Pour l'instant, il y a pas d'interface, il n'y a rien à configurer, les communications elles sont incluses pour faire simple, donc c'est vraiment utilisable par tout le monde. Si ça vous intéresse, vous pouvez le commander, c'est cool, voilà. Et sinon, vous pouvez aussi vous fabriquer le vôtre, c'est très simple. Il faut regarder un petit peu comment faire une émission avec ce genre de choses. Ce truc-là, c'est un LoRa Radio Node, ça s'appelle, à la base, voilà. Donc si vous pouvez aussi vous le programmer, il n'y a pas de souci si vous êtes un peu l'âme de développeur ou une âme de hacker, et sinon, il est à dispo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui parlera d'un sujet que je n'ai pas encore décidé, qui arrivera sans doute d'ici une semaine, parce que c'est à peu près mon rythme actuel. Les mineurs arrivent et ça c'est cool, donc on est de plus en plus nombreux à amener de la couverture, c'est une super bonne nouvelle pour le réseau. On pourra parler, tiens, si la prochaine fois je vous parlerai peut-être de mapping et de couverture, parce que quand on commence à avoir des mineurs un peu partout, eh bien c'est intéressant de voir ce que ça donne sur une carte pour se rendre compte un peu de la qualité du réseau qu'on est en train de créer. En attendant, je vous souhaite une super semaine. N'oubliez pas de suivre la chaîne. N'hésitez pas sur les commentaires, mais si vous avez des questions plutôt sur le Helium France, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi pour répondre. Et il y a plein d'autres gens, on est 1300 dessus qui peuvent aider aussi à répondre, ce qui est vachement plus efficace. En attendant, je vous dis ciao et à bientôt.